d'être présent. Un webinaire sur la sécurité de Microsoft 365 avec une forte densité sur notamment la compromission de compte. Comment est-ce qu'on attaque? Comment est-ce qu'on défend? On attend encore un tout petit peu parce qu'on a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Donc j'attends jusqu'à 11h03 et à 11h03 tout pile, on démarrera. Vous pouvez poser des questions via le système GoToWebinar qui se trouve, je pense en haut à droite pour vous, mais j'en suis pas sûr parce que j'ai une vue admin, donc je ne sais pas si vous avez la même que moi. Et je crois que vous pouvez même chatter, donc je vais essayer de faire attention à tout ça. Voilà, donc pour ceux qui sont là, merci, pour votre ponctualité. Je tiens juste à vous préciser qu'au vu de la thématique, du coup sécurité 365 qui est vraiment un gros morceau, j'ai un tout petit peu de trac à animer ce webinaire aujourd'hui tout seul, puisque finalement je vais l'animer tout seul, donc j'espère que vous serez tolérants. Et du coup, pour ceux qui sont déjà présents, donc ce webinaire a été préparé avec l'aide très précieuse de quelques personnes, notamment Pierre Illien, qui est un ingénieur chez nous spécialisé sur Microsoft, Florian Skilitano, en espérant ne pas écorcher son nom, qui est un ingénieur avant-vente chez WithSecure, donc une solution de sécurité notamment qui couvre la partie 365. Plusieurs personnes de chez Insitu qui m'ont aussi partagé un petit peu leur expérience sur la sécurité de 365. Voilà, ce webinaire, il prétend pas du tout avoir la science infuse, mais vraiment de travailler ensemble pour se défendre en équipe, tous ensemble, contre les cybercriminels qui cherchent à piquer des comptes 365 et à avoir des actions malveillantes. Plus qu'une minute et puis on va démarrer. Je crois qu'on est déjà vraiment pas mal de gens. Je vois que ça continue à se connecter. Donc merci aux nouveaux arrivants. Et dans 30 secondes, on va démarrer. Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'il y a un système qui permet de poser des questions et puis un système qui permet même de chatter. Voilà. Et dans environ 20 secondes, on va démarrer. On laisse encore la chance à quelques personnes de nous rejoindre, personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Voilà, il est l'heure. Donc, bienvenue à tous, merci. Aujourd'hui, on va travailler sur la sécurité 365. On voit que c'est un sujet qui est extrêmement sensible en ce moment, énormément de compromission de comptes dans les entreprises et des conséquences qui sont vraiment problématiques. Donc, on va voir déjà quel est l'enjeu et comment sécuriser 365. Donc, je vais commencer juste par afficher ce petit chose-là. Donc en fait, le problème, si vous voulez, auquel on se confronte, c'est que Microsoft 365, c'est un outil qui est incroyablement complet, mais vraiment incroyablement complet. On peut tout faire quasiment avec Microsoft 365, mais c'est aussi un sujet qui est complexe, qui est souvent peu maîtrisé et du coup, il faut apporter un petit peu de clean, un petit peu de visibilité sur tout ça. Donc je vais commencer juste par un petit vrai-faux. J'ai de la double authentification, suis-je protégé? Bon, vous imaginez bien que c'était un peu le titre du webinaire, qu'effectivement ça ne suffit pas et qu'on va voir des méthodes de contournement de la double authentification qui sont aujourd'hui appliquées par les cybercriminels. Et puis j'ai aussi beaucoup j'ai des business premium, donc je suis protégé. Bon, on va voir qu'effectivement, la vérité est nuancée. C'est sûr que la business premium donne accès à des outils de sécurité, mais ce n'est pas parce qu'effectivement on a une business premium qu'on est protégé. Donc on va aller un petit peu plus loin, dans cette, recherche. Je vais vous poser une question et je vous invite à vous la poser, tous. Et je vais essayer peut-être d'activer ma caméra, ça sera peut-être plus humain, je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez? Si quelqu'un peut me dire dans le chat. Sinon, c'est pas très important, vous manquez pas grand-chose. Alors, on va commencer par une petite question. Merci, Guillaume pour le retour. C'est
Comment est-ce que vous quantifiez-vous le nombre d'identifiants mots de passe 365 qui ont été volés à votre entreprise? C'est une question que je vous invite à tous vous poser et c'est une question en fait qui mérite d'en appeler une autre qui est celle-ci. En fait, c'est plutôt en combien de temps est-ce que vous êtes capable de détecter que vous vous êtes fait piquer un compte 365? Et pourquoi c'est important? Bah, c'est super important parce qu'en fait, il faut se demander qu'est-ce qu'un pirate peut vraiment faire avec un compte 365 volé? Eh ben, on va regarder ensemble, c'est quoi les conséquences d'un compte 365 volé? Bah, les premières conséquences, je pense que vous les avez tous un petit peu en tête, mais il y en a peut-être que tout le monde n'a pas forcément, anticipé. Bon, la première chose, bah, c'est que le pirate, il va avoir accès à tous les mails. Ça, c'est la première chose qu'on me dit quand on parle de 365. Évidemment, en fait, le pirate, il va pouvoir faire la même chose que vous, c'est-à-dire cliquer sur le petit A, hein, ici, dans la boîte mail et puis accéder, en fait, à tout l'annuaire de l'entreprise. Alors, je vous les données qui sont ici sont des données fictives, hein, fournies par Microsoft. Oups, pardon, voilà. Donc la première chose, c'est qu'il va avoir accès à tout l'annuaire de l'entreprise. Il va pouvoir en fait spammer, bah, les personnes de l'entreprise ou faire de l'ingénierie sociale de manière un petit peu plus, profonde, c'est-à-dire, récupérer des informations importantes. Et ça, il a même pas besoin d'avoir accès aux postes, hein. C'est-à-dire que nous, on défend les postes avec des EPP, des EDR, c'est très bien, mais du coup là, avec un compte 365, il a une attaque distante sans même avoir besoin d'avoir accès à l'interface, enfin au poste. Deuxième chose, bah, on l'a vu avec le ministère de l'Intérieur récemment, on a vu que l'attaquant avait eu accès en fait à des applicatifs métiers, au ministère de l'Intérieur et en fait l'enquête montre que, pour l'instant, il y aurait des sérieux doutes sur le fait qu'il ait pu avoir accès à des mots de passe qu'il a trouvés à l'intérieur des mails échangés, entre, bah, les différents interlocuteurs. Donc il a récupéré des mots de passe, des applicatifs, métiers à l'intérieur des mails. Attention, je prends des guillemets là-dessus, hein, parce que c'est ce qui est dans les médias aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser l'enquête, continuer. Ensuite, votre pirate, bah, il va avoir aussi la possibilité de venir sur SharePoint et de pouvoir exfiltrer des données, donc dans les mails, mais aussi sur SharePoint. Puis derrière, il va pouvoir éventuellement aussi compromettre des données qui sont stockées sur SharePoint. Bon, jusqu'ici, je pense que j'apprends pas grand-chose à qui que ce soit, vous l'avez, oui, ça, vous avez dû l'anticiper. Il y a un point qui est un petit peu moins souvent anticipé, c'est qu'avec un seul identifiant mot de passe 365 volé, bah, en fait, on va pouvoir voir que, le pirate, bah, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir se connecter à Edge et Edge, bah, là, je suis dans Google Chrome, mais c'est exactement la même chose. Edge, en fait, ici, vous avez, un identifiant et un mot de passe, en fait, qui va être, synchronisé. Je vais essayer de prendre, ici mon Edge et de le remonter. Vous voyez, en fait, ici, le problème, c'est que vous avez du coup, bah, mon adresse mail qui apparaît et du coup mes identifiants, et mots de passe, en fait, qui peuvent être stockés dans Edge et Edge, le problème, c'est qu'il est, en fait, généralement, chez tous les enfin, dans toutes les entreprises, vu que c'est le navigateur par défaut. Et du coup, si vous avez un mot de passe ici, en fait, qui est stocké, je vais reprendre, en fait, mon compte, voilà. Et ben, en fait, le pirate, il peut récupérer les mots de passe ici, en fait, il a juste besoin, de venir, en fait, ici, voilà, comme ça et il va pouvoir, en fait, enlever la balise type password que j'ai perdue, c'est pas très grave. En fait, il va pouvoir afficher ce mot de passe en clair et de manière plus générale, en fait, il va avoir accès aussi aux mots de passe, qui se trouvent, à tous les mots de passe qui se trouvent dans le navigateur. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Bah, on peut se demander, est-ce que votre pirate, il va avoir la possibilité de remonter carrément jusqu'au poste ou à l'infra local, de votre entreprise? Bah, en fait, il faut se demander comment est-ce qu'il ferait? Bah, comment est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait utiliser, en fait, une passerelle qui relie Microsoft 365 à l'entreprise. En l'occurrence, bah, il y en a une que vous connaissez tous, bah, c'est le Drive.
parce que le Drive, en fait, quand vous synchronisez quelque chose sur OneDrive, quand le collaborateur synchronise un document sur OneDrive, bah, ça le synchronise avec le Drive. Mais inversement, bah, si le pirate, il a accès à un compte 365 volé et qu'il drop quelque chose sur le Drive, bah, en fait, ça marche dans les 2 sens. Donc concrètement, oui, un pirate peut, à partir d'un seul compte 365 volé, remonter avec un malware, par exemple, vers votre infrastructure, locale. Tout ça, étant dit, en fait, on peut aussi s'interroger sur Teams. C'est si vous avez un EPP ou un EDR sur la machine, bah, concrètement, le malware, il va pas pouvoir forcément faire grand chose de plus. Mais bon, ce qui va pouvoir se passer aussi, c'est que votre pirate, il va pouvoir se connecter sur Teams et puis échanger et puis voir aussi les liens qu'il y a entre les gens. Par exemple, il peut voir là que Claire Martin est directrice générale et puis il va pouvoir voir les liens de hiérarchie. Et de cette manière-là, s'il a piqué un compte d'une personne qui a un lien hiérarchique avec une autre, bah, il va pouvoir faire enfin, exécuter à cette deuxième personne, à ce collaborateur, des actions malveillantes. En tout cas, des actions qui ne seraient pas forcément désirées dans l'entreprise. En fait, si on résume, Microsoft 365, c'est devenu un super hub. Et en fait, dans ce hub, il y a beaucoup de choses. Il y a l'annuaire, il y a les boîtes mail, il y a SharePoint, il y a OneDrive, il y a Teams, il y a tous les mots de passe stockés dans les navigateurs, notamment Edge. Il y a aussi ceux qui sont stockés dans OneNote, par exemple. Et puis après, il y a toute la bureautique aussi. Il y a le graphe Microsoft qui peut permettre aussi d'avoir des actions. Et tout ça, bah, c'est connecté en fait depuis l'extérieur. Il suffit de piquer un seul compte pour accéder à tout ça. On va rentrer dans un truc un tout petit peu plus technique, le jeton ROPC. Donc qu'est-ce qui se passe généralement quand il y a une intrusion, une compromission? Bah, en fait, vous vous retrouvez avec, beaucoup de mails qui sont envoyés vers l'extérieur et ça, malheureusement, c'est un peu l'iceberg. C'est, en fait, la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que vous vous dites: «Bon, bah, OK, bah, je change d'identifiant mot de passe». Enfin, je change surtout de mot de passe, je force la réinitialisation du mot de passe. Mais le problème, en fait, c'est que le pirate, un bon pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il arrive, en fait, sur un compte 365, bah, il va se créer un jeton ROPC. C'est un peu l'équivalent, en fait, des cookies de session, qu'on peut retrouver, par exemple, sur les sites web en PHP ou autre. Et en fait, «l'avantage» entre guillemets «ergonomique» du ROPC, c'est que, bah, une fois que vous avez ce jeton, bah, vous avez plus besoin de rentrer votre mot de passe, vous avez plus besoin de passer de la double authentification et tout ça. Il y a plus de vérification au niveau de l'utilisateur. Donc concrètement, même si vous changez le mot de passe, bah, le jeton, il reste actif. Et du coup, de cette manière-là, en fait, votre pirate, il peut garder une forme de persistance sur une attaque qu'il a commis chez, soit dans votre entreprise, soit chez un de vos clients si vous êtes un prestataire. Et du coup, l'envoi de mails massifs qu'on voit de temps en temps quand on se fait compromettre en fait une adresse, 365, bah, en fait, c'est que, si vous voulez, souvent une sorte de diversion. Parce que derrière, il va chercher à faire des choses un petit peu plus néfastes. Au niveau des méthodes d'attaque des pirates, je pense qu'en fait, plus on connaît, bien les méthodes d'attaque, mieux on a de chances en fait de s'en prémunir. Donc voyons comment est-ce que, ils attaquent. En fait, la méthode encore la plus utilisée, c'est tout simplement en fait ce type de phishing. Donc concrètement, vous avez en fait un mail qui est reçu par, un collaborateur. Vous avez en fait un truc qui ressemble vraiment à un mail Microsoft qui est généralement très bien fait avec du typo squatting et puis derrière vous avez un faux portail Microsoft. Bon, il y a plein d'autres manières, de piquer des comptes 365, mais celle-ci, c'est une des plus répandues. On va en voir quelques-unes d'autres pour que vous puissiez bien comprendre comment vous en prémunir aussi. Et là, et bah, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, on se dit, on serait tenté de se dire: «Bah, je suis solide, j'ai de la double authentification». Bah oui, effectivement, la double authentification, ça rajoute un niveau de sécurité et j'ai envie de dire même, c'est absolument indispensable dans notre monde d'aujourd'hui. Mais en fait, si on creuse un petit peu, bah, on peut se rendre compte que, aujourd'hui, il existe des kits, par exemple, comme Salty, 2FA, voilà, je ne sais pas si je le prononce bien, qui permettent en fait de faire du contournement de double authentification. Donc en fait, en quoi ça consiste, ce type de système? C'est qu'en fait, ici, on voit, du coup, bah, un pirate en train de voler un compte Walt Disney.
En fait, l'idée, c'est que vous avez, un phishing qui est arrivé, donc le collaborateur, dans tous les cas, il est en train de rentrer son identifiant mot de passe et en fait, pour lui, ça lui paraît tout à fait naturel d'avoir derrière aussi, bah, de la double authentification et en fait, le portail, il est simplement un peu plus sophistiqué qu'un portail un peu classique, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'au moment où vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe, bah, en fait, il va envoyer automatiquement, on peut voir, en fait, éventuellement des requêtes partir, par exemple dans la console. Il va pouvoir envoyer automatiquement, bah, l'identifiant et le mot de passe partir vers le vrai portail et de cette manière-là, ça va générer, en fait, un système de double authentification et le fait que ça génère une double authentification, bah, le collaborateur va le remplir éventuellement soit ici dans un champ, soit éventuellement il va appuyer sur dièse, par exemple, pour des authentifications de Microsoft, ce genre de choses et ça va, activer, en fait, ça va donner accès au client. Alors, juste un point, je vois que j'ai une question, le jeton ROPC, même si on demande le mot de passe. Hem, alors, j'ai une question du coup, jeton ROPC, même si quand on demande la réinitialisation du mot de passe et on demande de faire déconnecter vous de toutes les sessions, alors oui, en fait, si, une bonne manière de faire effectivement pour les jetons ROPC qu'on vient de voir, c'est de faire la réinitialisation des mots de passe du mot de passe et en même temps, effectivement, de déconnecter, la session Microsoft de tous les appareils, qui sont connectés. Donc, bonne remarque, Gaëtan. Pour ce qui est du coup de ce système de double authentification, enfin de contournement de la double authentification, c'est un système parmi d'autres. D'ailleurs, on voit qu'en fait, ça a fait un peu, le tour des médias au moment où, bah, la communauté, si vous voulez, a découvert en fait, Salty2FA. Bon, c'est des sujets en fait qui sont connus déjà dans les red teams, hein, red teams qui sont en fait les teams de sécurité plutôt orientés offensifs, donc plutôt, j'ai oublié le terme, pen tester et tout ça. Bah, il y a des outils, hein, qui sont utilisés, qui permettent déjà, en fait, de faire des voilà, des sortes de kits de phishing pour, tester, tout ça. Mais, il en existe d'autres, hein, des manières de contourner le MFA, la double authentification. Quand je parle de MFA, c'est multi-factor authentification. Et du coup, se dire qu'en fait, on est protégé parce qu'on a de la double authentification, bah, c'est à la fois vrai, on renforce beaucoup le niveau de sécurité, mais on voit que, bah, c'est pas tout à fait ça encore. Une un autre moyen de contourner la double authentification, en fait, bah, les pirates, ils utilisent beaucoup, par exemple, des infostealers, qui sont, en fait, des malwares qu'on trouve d'ailleurs, je vous l'ai noté ici, des malwares as a service, hein, dire qu'en fait, vous pouvez utiliser le malware, vous payez, en fait, des royalties, sur le dark web à du coup, un groupe de pirates qui a construit ce malware et puis, bah, vous pouvez, en fait, utiliser l'infostealer pour aller piquer, par exemple, des cookies de session. Vous avez quelques exemples, hein, ici, il y en a plein, hein, il en existe, des dizaines, hein, je pense, voire peut-être des centaines. Et puis il y a aussi une autre, illusion que je vois, beaucoup et bah, nous-mêmes, on pourrait être tentés, en fait, de l'avoir cette illusion. C'est que, bah, mes collègues, mes collaborateurs, ils savent reconnaître des phishing, on s'entraîne, on fait de la communication. Bon, bah, je pense qu'il faut se poser une question, est-ce que tous les collègues, ils sont capables de reconnaître un phishing 365 jours sur 365 dans l'année? Même les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore été formés? Bon, il y a forcément, du coup, à un moment, quelque chose qui risque de pêcher si on s'appuie que sur ça. La preuve, hein, c'est que sur une structure, par exemple d'IT comme, bah, comme Ideline, hein, où on est des spécialistes en cybersécurité, bah, on a des équipes administratives, on a des équipes, en fait, qui sont pas des spécialistes en cybersécurité. Quand on se teste nous-mêmes et bah, nous-mêmes, en fait, on a, encore, des pertes, dans les tests de simulation. Donc c'est pour ça qu'on se renforce avec des outils techniques derrière pour, vraiment renforcer les niveaux de sécurité. Petit sujet aussi, ça sera un peu le dernier point sur la partie un peu offensive avant de partir sur la partie défensive. Bah, sachez qu'en fait, c'est quand même assez simple, je pense que tout le monde le sait, mais au cas où, de détecter en fait une entreprise qui utilise du 365.
Il y a des listes, hein, mais sinon, de manière plus globale, vous pouvez utiliser, je vais vous montrer ici. Bah, là, par exemple, ce type de domaine analyzer, bah, là, concrètement, en fait, si vous tapez votre nom de domaine, bah, en fait, ça va vous donner tout un tas d'informations comme ce que j'ai montré ici. Donc là, je vais pas le faire sur une entreprise par respect quand même. Voilà, mais du coup, concrètement, vous allez pouvoir voir qu'au niveau du nom de domaine, bah, vous avez les champs MX, les champs SPF et que souvent, en fait, on peut détecter l'utilisation de 365. Donc concrètement, pour des pirates qui se spécialisent sur cette brique-là, qui est assez lucrative, hein, le piratage de 365, bah, c'est assez facile pour eux de détecter, les proies. Après, il faut se dire que de toute façon, il y a 87 je crois, des entreprises en France. Attention, la stat est à relativiser, c'est une stat que j'avais vue, il y a un petit moment. 87 des entreprises qui utiliseraient aujourd'hui du 365, en France. Donc, concrètement, voilà, il doit y avoir à peu près 13 de Gmail et puis, Pouillem qui utilise, d'autres solutions. Alors, avant de parler de défense, je crois que la toute première ligne quand même qui est importante de rappeler, on parle de sauvegarde, juste rappeler un point, on me l'a évoqué plusieurs fois quand je préparais ce webinaire, c'est que, il semble qu'il y ait une confusion de manière générale sur déjà la partie sauvegarde. En fait, il y a une confusion généralement entre la géoredondance qui est fournie par Microsoft et puis, bah, la sauvegarde. Microsoft fournit effectivement de la géoredondance et puis il y a une corbeille avec 30 jours, par défaut. Les 30 jours à vérifier, je ne sais pas si ça a évolué, mais c'est une donnée en tout cas qu'on peut faire bouger en modifiant les retention policy, donc la politique de rétention sur Microsoft. Mais il faut bien avoir en tête que s'il y a quelqu'un par exemple, qui supprime des mails, et que, bah, on passe cette durée-là, bah, si vous avez un collaborateur qui a supprimé des mails et que derrière par exemple vous avez un prud'homme un peu plus tard, bah, concrètement, vous ne pourrez pas forcément récupérer les mails. Pareil pour SharePoint, si vous avez en fait une donnée qui a été supprimée et que, bah, vous avez besoin de la récupérer, bah, si vous y prenez un peu tard, ça risque d'être problématique. C'est pour ça que du coup, là en fait c'est Vim, hein, donc qui est en gros le leader mondial de la sauvegarde, qui, bah, du coup vend sa solution de cette manière-là, en rappelant que Microsoft, bah, en fait il ne sauvegarde pas les données. Rentrons un peu sur la compromission, parce que c'est vraiment en fait le sujet, qui m'a animé en fait sur ce webinaire dans nos recherches. Donc en fait, on repart de là, on repart bah, du fait qu'on est face à ça quand on utilise, Microsoft 365 et que, bah, du coup, il faut arriver à se protéger. Et en fait, on peut aller de manière un petit peu plus globale, regarder si vous voulez, ce truc-là. En fait, ça, c'est une map qui vous permet d'identifier en gros les différentes licences et ce qu'elles, contiennent. Et en fait, on se dit souvent que, bah, avec la premium, on va pouvoir faire des choses, super. Et en fait, c'est le cas. Avec, la business premium, on a accès à tout un tas en fait d'outils, ici, qui peuvent nous permettre, bah, de se protéger. On voit ici par exemple, Endpoint Detection and Response. Donc si je clique, je vais avoir en fait toute une documentation. Le problème de ça, bah, c'est que c'est un petit peu, complexe en fait à rentrer dedans. Vous voyez en fait, il y a des briques qui sont un peu éparses. Par exemple, le multifacteur, on peut le voir, donc il est important, celui-là, mais du coup, c'est un petit peu complexe. Donc concrètement, on va essayer de simplifier un petit peu les choses. Première chose en fait, c'est qu'on voit ici, dès lors qu'on a une business premium, bah, en fait, ça ne nous protège pas d'avoir une business premium. Par contre, ça nous donne accès à plan 1 sécurité de chez Microsoft. Et ce plan 1 de sécurité, il permet non pas de donner accès à la double authentification, parce qu'en fait, si on regarde bien de plus près, la double authentification, vous pouvez l'avoir enfin, à partir de licences qui sont plus basses que Business Premium. Vous voyez, elle est là, hein, la double authentification. J'essaie d'afficher ça. On peut y accéder depuis, voilà, depuis en fait des licences qui sont plus basses, hein, que Business Premium. Mais du coup, la double authentification avec Business Premium, elle donne accès à quelque chose d'un petit peu différent, c'est le conditional access. Et ça, c'est déjà un petit peu plus pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la double authentification, heu, c'est contraignant, on ne va pas se le cacher. Et dans le conditional access, on a moyen de la rendre moins contraignante.
Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le conditional access, on va pouvoir faire des policies granulaires, donc des politiques granulaires et du coup, par exemple, faire des choses comme si je sors des locaux de l'entreprise, bah, j'aurai le MFA, mais par contre, quand je suis à l'intérieur des locaux de l'entreprise, bah, je vais pas forcément demander la double authentification à tout le monde dès qu'ils arrivent le matin, hein, sinon c'est très ennuyeux. Je vais pouvoir éventuellement, par exemple, demander de la double authentification pour les admins. Mais on voit qu'il y a encore, en fait, une possibilité d'aller encore plus loin, avec Entra, P2 et compagnie. Et du coup, si on descend un petit peu, on peut voir que les accès conditionnels, et notamment, en fait, les systèmes de risque de connexion, ils nécessitent souvent des licences qui sont en P2. Par exemple, ici, exiger une double authentification, enfin une double authentification multifacteur pour les connexions à risque. Donc en fait, ça, c'est très intéressant. C'est un système qui va permettre de définir des profils de risque. Par exemple, bah, sur, une machine, hein, ça peut être est-ce que la machine, elle est, en France actuellement? Et puis est-ce que, je sais pas, enfin, ça peut être il y a énormément de critères, hein, qui permettent de définir, en fait, ce qu'on appelle une machine de risque, une machine qui est à risque plutôt et puis, de appliquer ou non la double authentification à ce moment-là. Exiger la modification du mot de passe pour les utilisateurs à haut risque. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont accessibles à partir du plan P2, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et une fois que vous les avez activés, bah, après, il va falloir les configurer. Et tout ça, on va pas se le cacher, c'est à la fois très complet, mais aussi un petit peu complexe. Et puis, bah, ça coûte un peu d'argent, puisque du coup, si on envisage de prendre, par exemple, bah, la licence Business Premium, bah, si on regarde, c'est vrai que par rapport, par exemple, à une business standard sur le site de Microsoft, il y a quand même une différence ici de 9 €. Alors même si vous trouvez des revendeurs qui peuvent de temps en temps essayer de vous aider un petit peu sur les prix des licences, c'est quand même assez difficile, hein, généralement de faire des prix sur Microsoft, hein. Parce qu'en France, on est tout petit, hein, par rapport à Microsoft. Donc il y a quand même, ne serait-ce que pour arriver sur le plan 1, il y a quand même 9 € d'écart. Bon, ça, c'est pas forcément, dramatique. L'idée, c'est déjà, en fait, de comprendre que sur la Business Premium et sur les outils Microsoft, le fait d'avoir une Business Premium ne vous protège pas directement. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière, il faut activer des outils, il faut les paramétrer et si vous savez pas le faire, éventuellement, il faut peut-être se faire accompagner parce que c'est assez complexe et chez Capgemini, par exemple, j'entendais, quelqu'un de chez Insitu me dire que il y a des spécialistes qui ne sont pas spécialisés juste sur Entra ID, mais sur des briques à l'intérieur d'Entra ID. C'est-à-dire qu'il y a des gars, il y a un mec chez Capgemini, par exemple, qui peut être spécialisé sur une brique à l'intérieur d'Entra ID. C'est pour dire à quel point ça peut être complexe, mais en même temps très sophistiqué et très puissant. L'autre, solution, ça peut être d'utiliser des solutions tiers, et là, on va se parler d'ITDR. Donc je ne sais pas si, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler d'ITDR. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'EPP ou de DR. Ça, c'est pour la protection sur un ordinateur. Un EPP, on va chercher à détecter des virus, des malwares qui s'exécuteraient dans le flux. Un EDR, on va être sur de l'endpoint detection and response, donc on va chercher à détecter des comportements anormaux sur le système d'exploitation et la réponse, apporter en fait une réponse instantanée si jamais il y a un comportement anormal sur la machine. Et du coup, en général, c'est un confinement de la machine. Bah, l'ITDR, en fait, on est un peu sur le même niveau de protection, mais en comportemental avec de la réponse, hein. Je vais expliquer ces sigles, hein. Ça veut dire Identity Threat Detection and Response. Désolé pour l'accent anglais qui doit être horrible, mais en gros, c'est menace sur l'identité. Donc l'identité, on se parle là, dans ce cas-là de l'identité Microsoft. Detection, donc détection et réponse. Et en fait, ce genre d'outil, bah, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Donc là, je remercie WithSecure qui m'a ouvert un peu voilà, son système. Il va permettre en fait ici de détecter des comportements suspects autour de 365. En l'occurrence, ici, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de ROPC, des jetons ROPC. Ben, on peut voir qu'en fait, ici, il y a un usage anormal en fait du ROPC. On peut voir en fait, alors ici c'est en anglais, mais il est possible de le passer en français, hein, ce système-là. En fait, on a à la fois un usage anormal sur la partie ROPC, mais on a aussi un usage, anormal sur le fait que, bah, le pirate, vous voyez là, il est en train d'essayer de delete, donc de supprimer
des systèmes de notification chez Microsoft. En gros, il est en train d'essayer de faire en sorte que on ne sache pas qu'il est en train d'agir. Et vous me direz, quelle différence entre ça, par exemple, et des accès conditionnels Microsoft? Il y a plusieurs différences. Déjà, la première chose, c'est qu'ici, on va avoir un système qui va à la fois détecter, alerter et en plus apporter une réponse, parce que la réponse, on peut l'automatiser. La différence, c'est que sur, du coup, l'outil Microsoft, on va peut-être avoir, en fait, un accès conditionnel. On va se dire, en gros, tu ne peux pas te connecter depuis la Chine, à ton compte Microsoft. OK, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si quelqu'un a essayé de se connecter en Chine. Et si on ne le sait pas, en fait, le pirate, à partir du moment où il a été bloqué une fois, il a juste à prendre un VPN, à se positionner en France et puis à retenter. Donc en fait, on a juste déplacé un petit peu le problème. Là, concrètement, on a un système qui va permettre de faire de l'alerting et puis de la réponse. Donc là, concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez en fait une réponse qui est automatisée. Là, en fait, on voit le système d'automatisation des alertes, ou plutôt des réponses. Et du coup, on va pouvoir, par exemple, ici, c'est ce qu'on voit à droite, ici, on va pouvoir en fait bloquer l'accès utilisateur. Donc, c'est la remédiation qui a été choisie. C'est une action qui a été automatisée sur de l'alerte. Et puis ici, on peut définir, par exemple, le niveau de risque à partir duquel en fait on fait cette remédiation. Donc là, par exemple, on est sur un risque grave et du coup, à ce moment-là, en fait, on bloque la session de l'utilisateur. On peut aussi automatiser, par exemple, le fait que on va forcer la réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur. Donc là, on est en fait sur de l'ITDR, hein, l'Identity Threat Detection and Response, qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur le fait d'empêcher les compromissions. Et l'avantage, c'est que là, par rapport à la question qu'on se posait au tout début, en combien de temps vous êtes alerté qu'il y a eu une compromission de compte, en fait, on peut espérer avec ce type d'outil d'être alerté avant même que ça se passe et on peut même en fait envisager de l'empêcher cette compromission. On évite du coup toute la sorte de série catastrophe qu'on a vu un petit peu plus haut. Donc les patterns en fait, que ce type de système ITDR sont capables de détecter, alors là, en l'occurrence, j'ai vraiment la communication de WithSecure, hein, qui m'a aidé un petit peu pour tout ça. En fait, il est capable de détecter, par exemple, des impossible travels. Donc en fait, c'est ce qu'on voit là, c'est par exemple le fait que vous avez un collaborateur qui se connecte à Bordeaux, et puis 5 minutes après, il se connecte à Berlin ou à New York. Bon, c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle un impossible travel, donc un un voyage impossible. Ça peut être par exemple le password spray, c'est-à-dire qu'en fait là, on va avoir un pirate qui va avoir, un mot de passe. Il a piqué un mot de passe quelque part, ailleurs et en fait, il va essayer, ce mot de passe à différents endroits, ou sur plusieurs adresses mail. Ça va permettre en fait à WithSecure de le détecter. WithSecure en fait pour ça, on pourrait se demander si, c'est ce qu'on voit un petit peu ici, si il require Microsoft Entra ID P1 or P2. Bon, en gros, est-ce qu'il a besoin de P1 ou P2 pour faire ces détections? Pas vraiment. En fait, il a besoin pour 80 90 des détections qu'il est capable de faire, il n'a pas besoin que vous ayez des licences business premium de Microsoft ou que vous du coup, vous achetiez, des plans P1 ou P2. Ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'ici, là en fait, on a une petite étoile, donc pour ce type de détection, par exemple, ça peut être, nécessaire. Mais en fait, ce type de solution, il s'appuie généralement sur un Event Hub de Microsoft. Donc en fait, c'est un système, qu'il faut souscrire chez Microsoft qui permet de loguer, en fait, tout ce qui se passe chez Microsoft et en fait, en temps réel, WithSecure va s'appuyer sur ce type de dispositif, pour pouvoir, fournir, en fait, à la fois de la détection et de la réponse sans avoir forcément besoin, d'avoir accès, à de la P1 ou de la P2 sur le compte. Et au niveau de la réponse, je leur ai demandé un petit peu comment est-ce qu'ils opéraient. En fait, ils ont accès à des API chez Microsoft qui leur permettent, de bloquer, la session d'un utilisateur, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie, comportementale, detection response. Vraiment, donc là, on se parlait un petit peu d'un EDR, mais façon, Microsoft, donc qui vient en fait interagir directement avec l'API en gros, hein, de Microsoft. Hem, Quand, je rencontre des clients et qu'on parle d'EPP, d'EDR, du mix en fait de protection sur un ordinateur et on me demande parfois: «Mais si je mets de l'EDR, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un EPP?»
Je vais répondre à cette question, mais du coup, j'ai juste en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'on peut faire une analogie, ici sur le fait que, bah, à partir du moment où on a ça, est-ce qu'on a vraiment besoin en fait d'autre chose? La réponse, c'est oui. En fait, comme sur un poste, on ne peut pas se contenter juste d'avoir un EDR. L'EPP reste absolument indispensable. Pourquoi? Parce que l'EDR, il faut bien avoir conscience que c'est la dernière ligne sur un poste. Heu, Si on cherche à détecter un comportement au niveau de l'OS, donc du système d'exploitation, un comportement suspect au niveau du système d'exploitation, bah, c'est qu'en fait, on considère qu'il y a déjà potentiellement une intrusion sur le poste et que finalement, bah, le pirate, il est déjà potentiellement en train de faire des bêtises sur le poste. Et puis, on va même aller un tout petit peu plus loin. Si, un pirate a déjà accès, au poste via un malware, potentiellement, il va être en mesure, avec son malware, de désactiver, de comment dire? De désenclencher, si vous voulez, l'EDR. Pour ça que l'EPP reste extrêmement important et en fait, c'est un peu pareil pour la partie, Microsoft 365 sur la partie vraiment, API. Là, on vient de voir donc un système de comportemental sur l'API, mais il existe aussi en fait des systèmes qui permettent de détecter, de créer une bulle de protection autour de 365. En l'occurrence, en fait, là, l'idée, c'est que 365, vu que c'est un hub aujourd'hui, vous allez recevoir en fait autant des pièces jointes et des liens par email que par Teams, que par SharePoint et tout ça. Et en fait, bah, ça, on peut avoir des choses qui sont compromises. Donc là, vous avez aussi des systèmes, par exemple sur WeSecure qui permettent d'éviter justement l'arrivée. En fait, ça crée une sorte de bulle de protection qui protège contre les malwares qui peuvent arriver en fait vers la bulle 365 ou les URL malveillants. C'est-à-dire si vous avez un URL malveillant, en fait, quand vous allez cliquer dessus, bah, en fait, il va vous dire: «Attention, c'est un URL malveillant» et ça va vous orienter vers une autre page. Ce système-là, Collaboration Protection, embarque déjà en lui-même un système qui a l'exposure management, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, EXM, qui permet de vérifier aussi sur le dark web si vous avez en fait des comptes qui ont déjà fuité. Parce que en fait, le système EDR qu'on a vu, enfin le système ITDR qu'on a vu juste au-dessus, c'est un système qui va faire du temps réel, mais par contre, ça ne vous garantit pas que les comptes n'ont pas déjà fuité. Ici, vous avez un système qui vous permettra aussi d'aller vérifier si c'est le cas. Alors je vois que j'ai, une question, je crois. Bonjour, techniquement, où est hébergé cet ITDR? Ajoute-t-il de la charge sur les postes utilisateurs? Alors c'est pas sur le poste, excusez-moi parce que j'ai des appels en même temps. Non, c'est pas sur le poste. Nous, en fait, concrètement, votre prestataire, parce que généralement vous avez un SOC, hein, derrière ça, donc un Security Operations Center, hein, ce qu'on voit ici. Il va en fait avoir une console. Et en fait, l'ITDR, on vient le plugger directement au niveau du tenant Microsoft. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hébergement d'un agent en soi. On va avoir en fait, une interaction avec l'API et ça se fait au niveau en fait du tenant. Derrière, au niveau des interactions, c'est aussi intéressant de voir comment ça fonctionne. Notre SOC, par exemple, que ça soit sur l'EDR ou sur ce type de dispositif, pour pouvoir, interagir par exemple avec une machine quand on fait de l'EDR et qu'on fait, du déconfinement, par exemple s'il y a eu un faux positif, bah, en fait la machine, elle est confinée par l'EDR et du coup notre SOC va pouvoir interagir avec la machine alors qu'elle est confinée d'internet et du réseau local. Comment est-ce que ça marche? C'est qu'en fait on coupe les 65 535 ports sur la machine, on n'en garde qu'un seul, hein, ça c'est l'EDR, hein, qui fait ça. On n'en garde qu'un seul ouvert en fait à l'intérieur de la longue traîne des ports ouverts sur la machine, donc sur le firewall de la machine. Et puis il y a un socket en fait qui passe au travers de ce port-là et qui exécute une communication tripartite avec WithSecure. C'est-à-dire que votre prestataire qui est en SOC, c'est pas lui qui va agir directement en fait sur la machine. En fait, vous avez WithSecure en Finlande, vous avez du coup votre prestataire qui est généralement en France, hein, si vous avez choisi un prestataire qui fait du SOC en France, et vous avez votre machine. Et en fait, pour que du coup on puisse interagir avec la machine, il faudrait en fait, pourquoi est-ce qu'on veut ces tripartites? C'est qu'en fait, si on fait comme ça permet en fait que il faudrait compromettre, en l'occurrence, par exemple, ID-Line et WithSecure pour pouvoir avoir une compromission sur la machine par le biais du prestataire. Et inversement, voilà, compromettre, WithSecure et ID-Line pour pouvoir avoir une compromission sur la machine. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à votre question, David. C'est pas vraiment en fait un hébergement en soi d'un agent comme sur, l'EDR où l'EDR là pour le coup il est sur la machine. Là on est sur un système avec une console qu'on ouvre en fait, sur WithSecure.
Qu'après, il se pose une question. Donc, des ITDR, il en existe plusieurs, hein. Attention à ne pas confondre les deux, hein. Ici, on est bien sur un système qu'on pourrait vraiment, si on met l'analogie avec la protection d'un poste, là, on a en fait un système de protection qui sera filié à un EPP et ici, plutôt à un EDR. Et les deux sont complémentaires. Mais parfois, en fait, dans les solutions qui sont commercialisées, c'est pas forcément très clair. Parfois, en fait, on va avoir des systèmes sur certaines marques où en fait ça va dire que bah, ça fait la protection de 365 et ce qu'on entend par la protection de 365, c'est pas forcément une protection contre la compromission de compte. Ça va être une protection contre le fait de filtrer les malwares et tout ça, ou les pièces jointes et les liens qui arrivent vers l'univers 365. Donc la question après qui se pose, c'est bah, est-ce que il vaut mieux me payer un accompagnement Microsoft pour m'aider en fait à configurer finalement les outils dont je dispose sur Microsoft, si j'ai de la P1 ou de la P2, ou est-ce qu'il faut une solution tiers? La première des réponses, c'est que déjà, en fait, c'est des outils qui sont complémentaires. Heu, les outils Microsoft, par exemple, le MFA, la double authentification, c'est pas parce que je vous dis qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas absolument indispensable aujourd'hui. Je pense qu'en fait, avec du MFA, déjà, vous évitez beaucoup, beaucoup d'ennuis et que du coup, c'est absolument indispensable de la mettre en place. Maintenant, il y a un choix qui est plutôt économique. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, excusez-moi, c'est l'inverse, hein. C'est, hop, voilà. Enfin bon, bref, vous m'avez compris, on a vu les prix tout à l'heure, mais en gros, c'est un choix qui est économique. La business standard vaut 10 € à peu près, la business premium, elle vaut 19,90 et la business premium, elle vous donne droit au P1, pas forcément au P2. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rajouter des couches pour pouvoir arriver sur P2, sans compter après la partie accompagnement. Donc, voilà, une solution comme celle qu'on a vue juste avant, par exemple d'ITDR, bah, ça doit coûter moins de la moitié du prix de ce que de la différence. C'est-à-dire, enfin, ça dépend des prestataires, hein, mais concrètement, c'est des solutions que vous pouvez trouver aux alentours de je sais pas, 3,50 4 €, ça dépend si vous prenez un SOC et tout ça. C'est aussi un petit peu la même philosophie que se dire: «Est-ce que finalement, vous faites confiance à Windows ou est-ce que vous mettez un antivirus sur votre machine?» Bon, bah, Windows a des systèmes de défense, comme par exemple Defender for Endpoint. Hem, bon, bah, on sait que pareil, en fonction des licences que vous prenez, bah, vous allez avoir, quelque chose de différent et puis c'est aussi une question de qui va manager derrière, en fait. Parce que concrètement, les outils Microsoft, qui sont très puissants, mais il faut pouvoir les manager. Et du coup, c'est pour ça que, bah, il y a beaucoup d'entreprises qui se rapprochent en fait de prestataires pour avoir un SOC et généralement le SOC, il est plutôt fait sur une solution tiers. Ça dépend, il peut exister aussi des SOC sur Microsoft. Du coup là, en fait, voilà, il faut compter donc le prix à la fois des licences Microsoft et puis, du paramétrage et de la solution, enfin comment dire? Du SOC qui va faire du traitement d'alerte, si vous voulez. Autre point, au passage, tout à l'heure, on s'est parlé de la protection des mots de passe, dans Edge. Hem, juste, revenir en fait sur le sujet, qu'on a vu tout à l'heure. Hem, je pense que ça relève un enfin ça lève une question un petit peu plus, comment dire? C'était le truc qu'on essayait de faire ici. Bon, j'ai pas retrouvé la balise password, vous m'excusez, je vais peut-être essayer de la retrouver, vite fait, mais, je sais. Bon, c'est pas très grave. En gros, vous pouvez afficher le message en clair et ça sur Edge, en fait, le fait est que, si vous pouvez, le faire, ici en clair dans un navigateur, vous allez pouvoir en fait le faire, aussi de manière générale et récupérer l'intégralité des mots de passe et ça, c'est valable autant sur Edge que sur, Chrome. En fait, pour moi, ça lève en fait enfin, un problème qui est plus gros, c'est est-ce que c'est souhaitable que vos collaborateurs, en fait, ils rentrent à la maison avec les mots de passe de l'entreprise? Heu, en l'occurrence, quelqu'un qui a son compte 365 ou son compte Gmail, connecté à Chrome, bah, en fait, vous appliquez une porosité au niveau des mots de passe de l'entreprise puisqu'il suffit qu'il se fasse piquer son compte Gmail aussi à la maison et vous vous retrouvez en fait avec, bah, un mot de passe dans la nature. Et en plus, vous ne serez pas forcément au courant parce que ça se passe sur sa sphère perso.
Donc là-dessus, pour moi, le sujet, c'est pas vraiment un sujet Microsoft, c'est un sujet plus général et j'ai, récemment un client qui m'a montré quelque chose que je ne connaissais pas et que je trouvais intéressant. C'est qu'en fait, il s'est retrouvé bloqué avec son gestionnaire de mots de passe Edge. Il n'arrivait plus en fait à rentrer à l'intérieur. Il a réinitialisé le compte et d'après ce qu'il m'a dit, mais attention à relativiser et à tester, il aurait pu, accéder en fait à tous ses mots de passe en clair. Je me dis: «Bon, si c'est vraiment le cas, c'est vraiment un problème», mais à vérifier. L'idée étant plus globale, je pense qu'en fait, c'est un sujet qui est plutôt de traitement des mots de passe et ça, ça nécessite en fait de voir, comment vous construisez. Nous, en fait, ce qu'on préconise, hein, c'est l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe, mais un gestionnaire de mots de passe qui est pas n'importe comment. C'est-à-dire, un gestionnaire de mots de passe qui est sécurisé, surtout un gestionnaire de mots de passe auquel les équipes DSI, RSI n'ont pas accès. Je sais que ça peut, en fait, être bizarre d'entendre ça, mais je pense que c'est pas très sain, en fait, qu'une équipe informatique ait accès aux mots de passe, des collaborateurs, ni pour l'équipe elle-même, ni pour, le collaborateur. Pourquoi est-ce que c'est pas sain pour l'équipe informatique elle-même? C'est que si jamais un jour il y a un problème, en fait, dans la sphère, qui est liée au collaborateur, l'équipe informatique qui a accès aux mots de passe stockés dans les coffres-forts de mots de passe, eux-mêmes, en fait, peuvent être, impliqués dans une enquête, et c'est pas forcément souhaitable. Heu, Nous, on préfère en fait exploiter des systèmes qui permettent d'avoir, un coffre-fort de mots de passe pour le collaborateur. Dès lors que le collaborateur est plus dans l'entreprise, on peut en fait simplement, couper l'accès à son compte. Mais par contre, l'équipe informatique n'a pas accès aux mots de passe qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, les mots de passe, ils sont chiffrés et tout ça après, vu que tout ça c'est chiffré, vous pouvez en fait l'héberger, chez un tiers hébergeur en haute dispo avec de la sauvegarde. Comme ça évite que vous perdiez tous vos mots de passe. Donc là, nous, pour faire ça, en fait, on utilise, j'essaie de vous montrer, si je l'ai encore. Voilà, ici, en fait, moi, vous voyez, par exemple, j'ai, un Bitwarden, et du coup, en fait, j'ai un seul mot de passe à retenir et avec ça, en fait, je peux du coup, gérer en gros tous les portails et comme ça, en fait, j'emmène pas les mots de passe de l'entreprise avec moi. Si demain je pars, on me coupera simplement mon accès à Vault Warden. Puis il y a un dernier sujet du coup, qui recoupe avec 365 en dehors de la configuration, en dehors des ITDR, en dehors des systèmes. On aurait pu évoquer d'autres systèmes, hein, les systèmes par exemple comme Darktrace ou ce genre de choses qui sont en fait, qui apportent une couche d'ITDR aussi, Vectra ou ce genre de solutions. C'est après, la formation des collaborateurs. Donc là-dessus, sur Microsoft, à partir des plans P2, vous avez là-dessus en fait des systèmes de sensibilisation des collaborateurs. Par exemple, vous faites faire du phishing, enfin des faux phishing, ce genre de choses. Là aussi, il existe des solutions tiers. Là, ce que vous voyez ici, par exemple, concrètement, c'est un faux phishing qui est généré par une solution de faux phishing que ID-Line en fait, a conçu en interne et du coup, on l'utilise pour nous en interne, mais on l'utilise aussi pour les entreprises qui ont la solution. Donc en fait, on a une vingtaine, par exemple, de templates de phishing avec, des noms de domaine qui sont typo squattés, hein. D'ailleurs, on a parfois des problèmes avec les, Microsoft ou avec, des enseignes qui ont typo squat en fait leur nom de domaine. Et donc tout ça, ça nous permet en fait d'entraîner les collaborateurs, et d'avoir en fait voilà, comment dire? Des stats, sur, qui arrive et qui arrive pas vraiment à détecter des phishing et surtout derrière, on ne s'arrête pas à ça, parce qu'en fait, ça sert à rien de faire un phishing et d'obtenir des stats et d'engueuler le collaborateur, si derrière, en fait, vous lui expliquez pas comment, en fait, détecter un phishing. Donc nous, derrière, en gros, on utilise aussi des systèmes qui nous permettent d'entraîner le collaborateur, c'est-à-dire qu'il reçoit, en fait, par exemple, tous les mois ou tous les 2 mois, il va recevoir, en fait, des sortes de petits tests interactifs dans lesquels il va devoir classer, par exemple, une vingtaine de mails, donc ça dure 3 minutes et en fait, il va classer une vingtaine de mails avec, du coup, il va pouvoir regarder, qui est tout est interactif, donc il peut regarder, par exemple, qui est l'expéditeur et tout ça et en fait, il classe, est-ce que c'est un message fiable ou est-ce que c'est potentiellement un phishing ou même un smishing, parce que ça marche aussi sur la partie SMS et de cette manière-là, on entraîne nos collaborateurs et on entraîne les collaborateurs de nos clients. On fait ça, mais aussi pas que sur les phishing, on le fait sur la gestion des mots de passe, la gestion, par exemple, vie pro, vie perso, voilà, les comportements à risque et ainsi de suite.
Donc voilà pour ce webinaire. C'est vraiment une entrée en matière. L'idée, c'était de survoler à la fois les enjeux, en fait, de se faire piquer un compte Microsoft, de rappeler que du coup, bah, il y a des croyances, en fait, qui sont, que des fois la double authentification, on pense que c'est absolument magique, c'est absolument indispensable, mais ça ne suffit pas. Que du coup, bah, au niveau des outils Microsoft, il y avait beaucoup de choses qui étaient libérées par la P1, notamment, donc qui est ouverte à partir de Business Premium, et qui, d'ailleurs, je vais vous montrer une petite chose au passage. C'est ça. Oui, par exemple, ici, on a en fait, sur, Microsoft, on a les différents anti-spam, et les différents systèmes de sécurité en fonction, en fait, des licences que vous avez. Vous voyez, par exemple, avec la P1 Microsoft, Business enfin, qu'on a au niveau de Microsoft Business Premium, 365 Business Premium, on va avoir un niveau d'anti-spam qui va déjà être plus robuste. Ici, en fait, on voit que l'anti-spam basique, bah, il y a que le filtrage anti-spam et anti-malware basique. Et après, en fait, ici, dès lors qu'on passe en P1, on va avoir en fait un système un peu plus avancé au niveau du filtrage anti-malware. Donc, on doit commencer à avoir du sandboxing. J'ai pas creusé vraiment comment il était fait, mais j'imagine qu'on doit avoir un petit peu de détonation au niveau des pièces jointes, hein, par exemple. Et puis, on va avoir le safe link, hein, qui va permettre de vérifier si le lien l'URL n'est pas piégé, et ainsi de suite. On a un deuxième niveau on va avoir un petit peu plus robuste. Et puis après, en fait, au niveau du P2, on va avoir des outils encore plus robustes, hein, ici. Notamment, bah, on va avoir des notions de réponse, hein, ici. Et puis, ce que je vous évoquais à l'instant sur la formation des collaborateurs, sur la P2, en fait, on peut commencer aussi à avoir, par exemple, des simulations d'attaque. Voilà. Donc dans les outils Microsoft, vraiment, c'est très complet. On peut aller chercher plein de choses à condition de les maîtriser. Si c'est pas maîtrisé, éventuellement de se faire accompagner. Ça peut coûter un petit peu d'argent, donc on peut comprendre aussi que des entreprises préfèrent aller sur des solutions tiers, qui sont tout à fait robustes, même parfois, jugées encore plus spécialisées, donc plus verticalisées, donc encore plus robustes finalement que les outils natifs de Microsoft. Ça, c'est vraiment, bon après il y a des études, des benchmarks et tout ça, ça je vous laisserai regarder, hein. Hem Et puis, bah, du coup, un rappel que, voilà, il y a pas de sauvegarde native non plus sur les univers Microsoft, donc qu'il faut bien penser à en rajouter une, heu, manuellement de votre côté, soit par exemple avec un système Vim. En plus, c'est très simple à mettre en place, hein. C'est un système qui se connecte directement sur le tenant Microsoft. On définit à l'intérieur ce qu'on veut sauvegarder et puis après, en fait, ça pousse tout vers votre hébergeur. Voilà. J'espère que le webinaire, vous a apporté un petit peu. Si, du coup, vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser là, en fait, je reste encore un petit peu. La structure qui vous a présenté ça donc s'appelle ID-Line, hein. C'est, membre d'un groupe plus gros qui s'appelle NVL, un groupe d'informatique et de cybersécurité et ça a été fait en partenariat donc avec, du coup, des gens qui m'ont aidé à le construire, des personnes de chez WithSecure, des personnes de chez Insitu aussi qui ont partagé un petit peu leur savoir avec moi, et qui ont travaillé régulièrement et puis des personnes, évidemment internes, de chez nous et puis le fruit de mes humbles recherches. Voilà et de notre côté, du coup, on fait un petit peu de SOC depuis, enfin, on en fait un peu, on en fait depuis 14 ans, donc autour de toutes les technologies que vous voyez là, donc autant, la partie, EPP, EDR pour la protection des postes de travail, sur la protection des univers 365, sur les smartphones aussi, on protège les smartphones, que ça soit autant en termes de cyber qu'en termes de mobile device management, donc heu, bah, les systèmes enfin, comment dire? De gestion de flotte en fait, hein. Sur les firewalls, hein, on a plus de alors, on n'est plus à jour, là, c'est plutôt 2 500 firewalls, hein, qu'on a sous gestion, principalement sur des technos leaders marché, hein, et on essaie d'avoir, une réactivité très forte, hein. On est sur une GTI, une garantie de temps d'intervention en 1 heure derrière les alertes. Voilà, avec un SOC en France. Si vous avez des questions, du coup, je reste encore 1 minute et après je vais devoir décoller. Il y a un petit sondage alors je crois que je peux le déclencher comme ça. Heu, lancer le sondage, voilà. J'espère que ça va marcher. Voilà, qui, du coup, est pour savoir s'il y a des personnes qui souhaitent, être contactées, je crois. N'ayant pas de questions, je vais déjà couper ma caméra parce que je suis pas très à l'aise devant devant cette caméra.
Et puis, bah, écoutez, au plaisir. Je sais pas si on peut ouais, j'ai pas de coordonnées à vous donner ici, mais je peux au moins vous afficher peut-être, ça. Voilà, c'est, ici vous avez en fait, de quoi nous contacter éventuellement. Eh bien merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Ne voyant pas de questions, je vais, couper.